Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore de rester fidèles au programme de SSP TV. Bienvenue encore à votre émission didactique, votre émission éducative dénommée La philosophie en question. Alors pour aujourd'hui, nous allons essayer de proposer des corrections. Cette fois-ci pour la terminale S, les deux sujets qui ont été proposés aux candidats Bac 2021. Alors qu'il me soit permis d'abord de faire un petit rappel, un petit flashback, parce que ça pourrait être intéressant pour les candidats. Parce que pratiquement, les deux sujets qui ont été proposés aux candidats, le premier sujet se penche sur les rapports entre la philosophie et la science. Par contre, le deuxième sujet s'intéresse sur les sciences humaines comparées avec les sciences expérimentales. Alors, faisons d'abord un petit rappel, un petit flashback pour essayer de voir les rapports qui existent entre la philosophie et la religion. D'emblée, on a coutume de dire que la philosophie est la mère de la science. En réalité, la philosophie et la science ont souvent été une même discipline durant 23 siècles. Parce que du 6e au XVIIe siècle, la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas séparer philosophie et science. C'est la raison pour laquelle souvent on dit aux élèves que les rapports qui existent entre la philosophie et la science, pour les comprendre, il faut les analyser sous 3 axes. Autrement dit, il faut les appréhender sous 3 angles. Ce qu'on appelle mariage, divorce et réconciliation. Pourquoi mariage? Pourquoi divorce et pourquoi réconciliation? Mariage, parce que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient une seule et même discipline. Dans l'Antiquité grecque, on ne pouvait pas séparer philosophie et science. Autrement dit, dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient inséparables, comme le recto et le verso d'une feuille de papier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous pouvons comprendre le philosophe grec Aristote, qui disait que dans l'Antiquité grecque, le philosophe était quelqu'un qui détenait toute la totalité du savoir dans la mesure du possible. Donc à travers cette citation d'Aristote, on comprend que dans l'Antiquité grecque, l'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sophos. L'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sage. De ce point de vue, on comprend que dans l'Antiquité grecque, on ne pouvait pas séparer philosophie et science. C'est dans ce sens qu'on parle de mariage. Deuxième exemple, toujours pour montrer qu'il y a un rapport compatible entre la philosophie et la science dans l'Antiquité grecque. L'histoire de la philosophie nous a appris que la première personne qui aurait conceptualisé le mot de philosophie s'appelle Pythagore de Samos. Or, Pythagore est un mathématicien. Un autre exemple pour montrer également que la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. Prenons l'exemple de Platon, un fameux philosophe grec. Lui qui avait écrit devant la porte de son académie, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Question, pourquoi Platon n'a-t-il pas écrit « Nul n'entre ici s'il n'est philosophe » mais Platon il a écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Or, on sait que la géométrie, elle est une branche de la science. C'est pour dire que dans l'Antiquité grecque, on ne pouvait pas séparer philosophie et science. C'est dans ce sens qu'on parle de mariage. Mais arrivé au XVIIe siècle, pour des raisons de concret, la science va se détacher. La science va se démarquer de la philosophie. Au départ, je disais tantôt que si la science est née, c'est grâce à la philosophie. Mais arrivé au XVIIe siècle, plus précisément, on est au plus dans l'Antiquité grecque, mais on est au XVIIe siècle, la science va se démarquer de la philosophie. La science va essayer de prendre son autonomie. La science, non seulement elle va prendre son autonomie, mais la science va se permettre de fustiger, de critiquer, de contester la réflexion philosophique. Alors, que dit la science? La science attaque à la philosophie, attaque la philosophie d'être inutile. Non seulement la science, elle attaque à la philosophie d'être inutile, d'être une activité inutile, mais aussi et surtout la science pense que l'activité philosophique, elle est un vain bavardage. Elle n'a pas une utilité importante dans notre monde. La philosophie ne se contente que de théoriser, la philosophie ne se contente que de bavarder. Autrement dit, selon les scientifiques, la philosophie n'a aucune utilité dans notre monde. Pourquoi? Parce que la philosophie, depuis sa genèse, on le comprend, elle ne fait que les philosophes ne font que se chamailler, ne font que se contester entre eux. Là où il y a des accords en philosophie, la science par contre, elle est en train de progresser avec ses résultats séduisants, affriolants et fulgurants. Donc on comprend dans ce sens que la science semble être plus importante que la réflexion philosophique analysée sur le plan matériel. C'est pourquoi au XVIIe siècle, la science va se démarquer totalement de la philosophie. Troisième point, réconciliation. Pourquoi réconciliation? Parce qu'on sait que certes, la philosophie, elle est théorique, elle ne parvient pas à susciter ce qu'on appelle le consensus, parce qu'on sait que la philosophie elle est caractérisée par un désaccord incessant et permanent, comme l'aurait affirmé Aristote. Les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Mais pour le troisième point, il faudra évoquer que la science à elle seule ne peut pas aller sans la philosophie. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions d'ordre existentiel, des questions qui
qui angoisse l'être humain que la science elle est incapable de résoudre. Même si la science au départ elle a tenté de satisfaire les besoins matériels et les aspirations matérielles de l'humanité, mais il faudra comprendre que la science elle est immorale et ammorale. Pourquoi je dis que la science elle est immorale et ammorale? Parce que la science ne se contente pas, la science elle est dans l'incapacité de satisfaire les préoccupations éthiques et morales de l'homme. Seule la philosophie elle est capable de nous dire connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les cieux. Alors sous ce rapport, il convient de noter les dérives, les conséquences désastreuses que la science a causées. Maintenant, concernant les conséquences désastreuses et les conséquences fâcheuses que la science a causées, il incombe à la réflexion philosophique en tant que pensée sur la totalité, en tant que pensée sur les divers champs de l'action humaine, de réfléchir sur les conséquences, sur les méfaits que la science a causés. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut comprendre l'humaniste et l'écrivain français François Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Autrement dit, la science, si on la laisse à elle seule, si la science n'est pas moralisée, si la science n'est pas conscientisée par la réflexion philosophique, elle risque de perturber, elle risque de bouleverser la vie humaine. Maintenant, pour empêcher à la science de commettre des dérives dans la vie humaine, il incombe à la philosophie de méditer, de cogiter sur les conséquences désastreuses que la science a causées. Maintenant, quelques exemples pour montrer que la science elle a connu ce qu'on appelle le fiasco, pour montrer que la science a connu ce qu'on appelle l'échec sur le plan humain. Nous pouvons évoquer sans doute l'exemple des bombes atomiques, l'avortement médicalisé, les pilules du lendemain, la pollution atmosphérique. Tous ces dégâts causés par la science, la philosophie doit intervenir pour moraliser, pour conscientiser la science. Alors ça, c'était un petit rappel que je voulais apporter pour satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves qui nous écoutent, y compris les amoureux de la sagesse. J'en viens maintenant aux deux sujets qui ont été proposés aux candidats de la terminale série S. Pour le premier sujet, on a dit les progrès de la science rendent-ils la philosophie inutile? Alors dans ce sujet, si nous regardons bien la nature du sujet, si nous regardons bien la typologie du sujet, on voit que nous avons un sujet interrogatif. Non seulement nous avons un sujet interrogatif, mais aussi et surtout c'est un sujet où il y a des rapports de notions. Maintenant, les rapports qui semblent être importants dans ce sujet sont la science et la philosophie. Généralement, dans la perspective de vouloir affronter un sujet, la première chose que le candidat doit s'efforcer de faire, le candidat ou la candidate doit s'efforcer de faire, c'est de souligner les mots-clés, les définir, essayer de comprendre ce que signifient ces mots-clés. Alors, qu'est-ce que la science et qu'est-ce que la philosophie? Et pourquoi dit-on que la science semble être plus utile que la réflexion philosophique? Quelles sont les raisons fondamentales qui poussent certains à dire que la philosophie n'a aucune utilité dans le monde comparée à la science? Pourquoi dit-on que la science elle est capable de détrôner, de disqualifier la réflexion philosophique? Alors nous le verrons tout à l'heure à propos de la correction, des corrections en tout cas que je vais essayer de proposer. Ici, dans un premier temps, on pourrait définir la science comme une étude objective d'une partie bien déterminée de la réalité. Première définition de la science. Deuxième définition de la science, on pourrait dire que la science, c'est une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. Cela veut dire qu'en science, certaines vérités de la science sont prouvables, certaines vérités de la science sont démontrables. Alors qu'en philosophie, il y a toujours un désaccord. Alors qu'en philosophie, il y a toujours un manque de consensus, il y a toujours ce qu'on appelle, en tout cas, le manque de consensus entre les philosophes, comme l'aurait affirmé Aristote. Les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Alors, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie pourrait être définie comme une activité rationnelle, critique et analytique, caractérisée par le désaccord, la remise en cause incessante et permanente. De ce point de vue, il semble qu'il y ait un désaccord, il semble qu'il y ait une différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'ici, dans un premier temps, le candidat doit s'efforcer de montrer dans un premier temps, oui, les progrès de la science peuvent rendre la philosophie inutile. Pourquoi? Parce que l'activité philosophique, on le sait, depuis sa genèse, depuis son commencement, elle tarde à susciter ce qu'on appelle le consensus, je l'ai dit tout à l'heure. Elle tarde également à satisfaire la curiosité, elle tarde également à satisfaire ce qu'on appelle les préoccupations matérielles de l'humanité. Alors que la science, on le sait, la science, elle a permis à l'homme de transformer le monde convenablement. La science, elle a permis à l'homme de comprendre les tenants et les aboutissants de l'univers. La science, elle a transformé considérablement la vie humaine sur le plan matériel, à tel point que le philosophe français, autrement dit le père de la philosophie moderne, René Descartes disait, grâce à l'utilisation de la science, l'homme parvient à être maître et possesseur de la nature. Maintenant, à travers ces citations, on comprend que si nous comparons la philosophie à la science sur le plan matériel, nous allons constater que la science semble être plus utile, plus efficace que la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce que l'activité philosophique, non seulement elle est caractérisée par le désaccord incessant, mais la science, elle a permis à l'homme de comprendre l'univers. La science a transformé l'homme considérablement, ce qu'on appelle les princes de l'univers, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Dans la même perspective de montrer que la science elle est capable de rendre l'activité philosophique inutile, on pourrait ici évoquer la position des scientistes.
Parce qu'aux yeux des scientistes, la science pourrait être considérée comme une panacée. Autrement dit, la science, elle est capable de régler, de résoudre tous les problèmes, tous les maux de l'humanité, maux M-A-U-X. Donc la science, elle est capable de régler tous les maux de l'humanité. C'est ce que pensent les scientistes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on comprend la posture des scientistes qui pensent que la science, elle est la seule activité intellectuelle qui soit capable de régler les problèmes et les maux de l'humanité. C'est dans cette perspective qu'on peut dire que la science, elle est capable de détrôner, de disqualifier la réflexion philosophique. Dans le même ordre d'idée, de montrer que la science semble être plus utile que la réflexion philosophique, on pourrait ici évoquer dans la thèse, bien décidément, la position ou bien la citation de Pierre Fougerolas qui, dans son ouvrage intitulé La philosophie en question à la page 28, Pierre Fougerolas écrit, je cite, « Comparé aux techniques, l'activité philosophique semble inefficace. Elle passe pour un vain bavardage. » Fin de citation. À travers cette citation de Pierre Fougerolas, on comprend que l'activité philosophique, elle est dans l'incapacité de résoudre les problèmes matériels de l'humanité. Maintenant, vu sur cet angle, on pourrait dire que la science peut être plus utile que la philosophie. Ça, c'est la première partie du sujet, c'est-à-dire la première partie du sujet, c'est-à-dire la thèse. En contrepartie, si vous voulez, en revanche, dans l'antithèse, l'élève pourrait montrer que l'homme n'a pas seulement des préoccupations matérielles, mais décidément, l'homme aussi, il a des préoccupations intellectuelles, éthiques et morales. Or, ces préoccupations intellectuelles, éthiques et morales, la science, elle est incapable de les satisfaire, la science, elle est incapable de les assouvir. D'où la nécessité de faire appel à la philosophie, qui est une réflexion sur la totalité. C'est pourquoi dans cette antithèse du sujet, il faudra montrer que la science à elle seule, elle n'est pas parfaite. La science, au contraire même, elle est faillible, c'est-à-dire elle se trompe. La science, elle est erronée. C'est pourquoi elle doit faire écouter, elle doit faire appel à la philosophie pour être moralisée, pour être conscientisée. Voilà pourquoi ici dans cette antithèse, le candidat ou la candidate doit s'efforcer de montrer que la philosophie, elle est loin d'être inutile. Au contraire, l'activité philosophique, elle est importante dans la vie de l'homme. L'activité philosophique doit être omniprésente et omnisciente dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Disons que le scientifique ne peut pas faire son travail convenablement sans écouter le discours philosophique. C'est dans ce sens que la philosophie doit intervenir pour moraliser, pour conscientiser la science. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre l'humaniste et l'écrivain français, François Rabelais, qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc à travers cette citation de François Rabelais, on comprend que l'activité philosophique, non seulement elle est importante dans le travail proposé par les scientifiques, mais aussi la philosophie doit essayer de moraliser, de conscientiser la science. Ça c'est la première partie du sujet. Ça c'est la correction du premier sujet. Alors pour le sujet 2, le sujet 2 est libellé comme suit. Les sciences humaines peuvent-elles énoncer des lois au même titre que les sciences expérimentales? Alors, ici, l'élève doit comprendre qu'il a un sujet, rapport de notion, entre ce qu'on appelle les sciences humaines et les sciences expérimentales. Donc, dans un premier temps, il serait peut-être important de faire ce qu'on appelle une analyse conceptuelle. Qu'est-ce qu'on entend par sciences humaines et qu'est-ce qu'on entend par sciences expérimentales? D'abord, il faut comprendre que les sciences humaines peuvent être considérées comme une réflexion scientifique qui a pour objet de réfléchir ce qu'on appelle sur les comportements des hommes. Citons quelques exemples de sciences humaines. L'histoire, c'est une science humaine. La sociologie, c'est une science humaine. L'anthropologie, c'est une science humaine. L'ethnologie, c'est une science humaine. La psychologie et la psychanalyse sont des sciences humaines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par science expérimentale? Par science expérimentale, il faut entendre les sciences de la nature. Et ces sciences expérimentales ont pour objet de réfléchir sur des réalités en faisant recours à l'expérience. Donc de ce point de vue, ici, l'élève doit s'efforcer de montrer dans un premier temps que les sciences humaines et les sciences expérimentales peuvent entretenir des relations qui sont compatibles. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle une subordination entre ce qu'on appelle sciences humaines et ce qu'on appelle une science expérimentale. Voilà ce que le candidat ou la candidate doit s'efforcer de montrer dans la thèse. Cependant, dans l'antithèse, le candidat pourrait montrer que les sciences humaines et les sciences expérimentales n'ont pas les mêmes démarches, elles n'ont pas les mêmes finalités. Par conséquent, elles sont totalement opposées et antinomiques. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro dans votre émission éducative, la philosophie en question. Merci beaucoup.